Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'avant-dernière vidéo de l'année 2016. Alors c'est une vidéo qui va pas forcément faire plaisir, hein. C'est sûr que je la vends pas super bien comme ça. Mais voilà, la fin d'année permet aussi de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Donc il y a des bonnes choses, heureusement il y en a beaucoup plus. Il y a des mauvaises choses, voilà, et du coup j'ai voulu vous faire un top des meilleurs moments de l'année 2016, mais aussi un flop des plus mauvais moments de l'année 2016. Alors ce sont mes flops et ce sont mes tops, ça sera pas forcément les vôtres, mais je pense que ce sont des moments qui ont vraiment marqué le ping pendant toute cette année. Et écoutez, je démarre cette vidéo par les flops de l'année 2016. J'en ai comptabilisé 11. C'est parti pour les flops de 2016. Alors, en numéro 11, l'application Pongiste rachetée par la Fédération. Alors si en soi c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin du moins elle le paraît comme ça, je voulais vous donner mon point de vue sur les coulisses qui sont pour moi en fait un vrai flop, sachant que le potentiel de l'application Pongiste était très important. Et je pense sincèrement que le développeur Sébastien Alcamo s'est trompé dans la stratégie, et le fait d'être acheté par la fédération va empêcher les développements dans l'avenir et on va dire le partage plus important avec la communauté. Je vous explique ça. Concrètement, l'application Pongiste c'était devenu the application pour consulter ses statistiques. Elle avait totalement éclipsé SmartPing. Et du coup, Sébastien Alcamo il s'est retrouvé devant un problème majeur. À savoir, il avait envie d'innover, il avait envie de développer des nouvelles choses, mais à ce moment-là, la Fédé lui a dit écoute, c'est bien d'innover, mais par contre, tu ne pourras pas faire de business avec l'application. La Fédé a innové cette année en proposant une API à tous les clubs et tous les développeurs tiers pour pouvoir exploiter les statistiques que les clubs et les pongistes saisissent toutes les semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Sébastien, grâce à ces développements, permettait d'avoir de nouvelles statistiques. Et grâce à ça, il souhaitait faire un service premium dans son application Pongiste. Le problème, c'est que la Fédé interdit tout business toute monétisation avec les données statistiques. Donc ça pose problème parce que la survie d'une application elle passe aussi par un modèle économique, et le modèle économique, dans ce cas, il était complètement nul, tout simplement. Donc du coup, la Fédé a proposé de racheter l'application aux développeurs, et c'est là pour moi qu'il y a le vrai flop. Donc Sébastien a dû céder, tout simplement. Alors céder volontairement parce qu'il y a aussi une question financière derrière. La Fédé a racheté pour 10 000 € l'application. Il y aura également une part de 50% des achats in application, on va dire des achats premium, qui reviendront également à Sébastien. Et il y a une tarification de 300 € par jour, au minima 2 fois par an. Donc si ces chiffres s'annoncent plutôt corrects, pour être dans le métier, je peux vous dire que ce ne sont absolument pas les chiffres du marché. Une application comme celle de Sébastien aurait pu être vendue 4 ou 5 fois. Donc après, ça regarde les parties. La Fédé a fait à coup sûr une bonne affaire. Sébastien, je pense beaucoup moins. Moi, ce que je vois, c'est surtout pour l'avenir, dans le sens où le code source et l'application n'appartient plus à Sébastien, mais appartient à la fédération. Et du moment que le contrat de maintenance va s'arrêter avec Sébastien, je vois mal la fédération continuer à payer un sous-traitant, voilà, peu importe le prix, mais je pense qu'ils vont internaliser les compétences, et à ce moment-là, Sébastien va perdre tout le crédit de son travail. Donc finalement, pour quelques euros qui en plus étaient pas négociés à la valeur qu'ils auraient dû être. Donc voilà mon flop. On va dire que c'est un semi-flop, c'est pour ça que je le mets en 11e position. Donc voilà, c'est juste le principe de se dire la Fédé fournit une API publique, mais finalement elle n'est pas si publique que ça parce qu'elle ne permet pas à des développeurs tiers de la monétiser. Je pense à des services comme Ping Pocket ou Pongiste version web
qui pourraient créer un modèle économique autour de leurs services, qui sont aussi bons que celui d'ex-pongistes, aujourd'hui appelé FFTT. Mais en fait, la Fédé conserve cette partie-là et aujourd'hui est la seule à pouvoir monétiser les données de l'API. Donc je trouve ça juste dommage parce que la concurrence amène toujours des bonnes choses et les premiers bénéficiaires, on l'a vu avec la concurrence de SmartPing et de Pongist, ça a fait du bien tout simplement pour les pongistes qui ont pu avoir un service de qualité. Donc voilà pour mon numéro 11. Alors, en numéro 10, le tennis de table, toujours absent dans les grands médias. Alors là, je vous apprends pas quelque chose. Alors, le ping en 2016 a été un peu plus présent, de par les Jeux Olympiques, donc qui ont été diffusés dans le monde entier. Et voilà, quelques épreuves de tennis de table ont été diffusées sur France 2 et France 3. Je passerai l'épisode du commentateur qui ne connaissait rien au ping et qui a juste dévalorisé la discipline. Voilà, heureusement, France 2 a rectifié un peu le tir en faisant intervenir des pros du ping aux commentaires. Il y a aussi eu l'effet Emmanuel Le Besson, champion d'Europe, on en parlera dans les tops évidemment. Voilà, mais je pense que tout ça, ça a duré qu'un temps. Et surtout, c'est que je vois que le ping n'est pas plus présent dans les médias. Je vois par contre des compétitions de pétanque, j'ai rien contre la pétanque, mais bon, parfois la pétanque est diffusée sur l'équipe 21, je vois du polo, j'ai vu du cricket, et on voit pas de tennis de table. Alors j'ai rien contre ces disciplines, mais bon, quand même le tennis de table est populaire et je comprends pas que le tennis de table ne soit pas diffusé. De temps en temps, c'est pas spécialement sur France 2, sur France 3, mais il y a des chaînes un peu plus confidentielles comme l'équipe 21 qui s'intéressent à tous les sports et visiblement ils s'intéressent pas au tennis de table et je pense que ça c'est un travail de la fédération de faire pression sur les grands médias pour médiatiser un petit peu plus le tennis de table. Voilà, donc voilà pour mon numéro 10. Concernant l'absence du tennis de table dans les grands médias. Numéro 9, le conflit entre la LFTT et la FFTT. Alors vous allez dire oui, je parle beaucoup de la FFTT, mais bon en même temps c'est l'organisme principal qui gère le tennis de table en France et ils sont bien obligés d'être au milieu de tout ça. Mais je remarque que c'est pas la première fois que la FFTT est en conflit avec une entité X. Donc là, à une époque ça a été avec Tuping, à une époque bien avant ça a été avec des joueurs, encore aujourd'hui ça a été avec des entraîneurs, et aujourd'hui c'est avec la LFTT, donc la Ligue française de tennis de table. Donc la LFTT, c'est une association qui représente les intérêts de tous les clubs de Pro A, Pro A messieurs en particulier. Actuellement, il y a un conflit, vous l'avez sans doute remarqué, par rapport aux diffusions de rencontres de Pro A. Toutes n'ont pas été effectuées depuis le début de saison et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais pas spécialement vous l'expliquer par écrit parce que je pense que c'est plus facile en vidéo. Je vous explique globalement le concept. J'ai arrondi les chiffres, mais globalement ça va vous donner le cadre du partenariat. Concrètement, un club de Pro A qui diffuse une rencontre va toucher à peu près 500 € par rencontre. Donc dans l'année, il va diffuser 10 rencontres, donc il va toucher à peu près 5000 €. Ces 5000 € vont servir à produire les images, et ils vont également servir à payer la ligne SDSL qui permet une diffusion de bonne qualité. Donc ce coût-là, c'était la Fédé qui le payait, mais qui était en partie amorti par un sponsor qui s'appelait Bwin, donc c'est un site de paris en ligne. Donc jusque-là, ça se passait super bien. On avait des lives de quasi toutes les rencontres, de plus en plus de rencontres. Donc il y avait on va dire que l'aspect médiatique, la Fédé faisait bien son job dans le sens où on pouvait avoir accès à toutes les diffusions. Ce qui s'est passé, il y a eu du changement en début de saison. Et surtout en fait à la veille de la reprise du championnat, la Fédé a contacté tous les clubs de Pro A en leur disant que le sponsor, donc Bwin, ne prolongerait pas le partenariat avec la Fédé, et de surcroît qu'entre-temps, les clubs devaient continuer à diffuser.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les clubs ont évidemment accepté de continuer à diffuser. La Fédé, elle avait encore de quoi se retourner pour trouver d'autres partenaires. Le mois a passé, le mois de septembre a passé. Le mois d'octobre, la LFTT a demandé à la Fédé s'il allait avoir des nouvelles. Et la Fédé leur expliquait tout simplement qu'il n'y aurait pas de sponsor et qu'il fallait dans ce cas que la Fédé, enfin que les clubs puissent diffuser gratuitement en fait, avec les coûts que ça entraîne. Évidemment, les clubs de proie ont refusé de diffuser, ce qui a expliqué une première grève avec la non-diffusion des rencontres. Donc le temps a passé, on se retrouve au mois de novembre. Entre-temps, la LFTT et la Fédé se sont parlé et un accord a été trouvé dans le sens où la Fédé pourrait amortir de 250 € au lieu de 500 € par rencontre et surtout permettre à la LFTT de participer aux prises de décision de la proie, ce qui paraît un peu légitime quand on sait que la LFTT représente les intérêts de la proie. Donc jusque-là, tout allait bien, les lives ont repris, et patatras, tout de suite après, ce qui s'est passé, c'est que les lives, ils se sont de nouveau coupés. En fait, la Fédé est revenue sur sa décision, pas au niveau financier, mais au niveau de la prise de, au niveau de la prise de participation des décisions. Et là, concrètement, les clubs ont décidé de faire grève. Voilà, aujourd'hui, il y a la majorité des clubs qui font grève et qui décident de plus diffuser les rencontres de proie, ce qui est bien dommage. Certains ont décidé de quand même continuer à diffuser, peu importe les coûts que ça leur coûtait. Je pense par exemple au PPC Villeneuve ou d'autres. Mais ça, c'est leur choix. Mais globalement, on ne devrait pas retrouver de live pour cette saison 2016-2017. Concrètement, pourquoi un flop ? C'est simplement que nous, pongistes, médias comme ActuPing, on aime reprendre les lives qui sont uploadés sur la chaîne Dailymotion de la Fédé. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout accès, mais plus du tout à rien. Du coup, le pongiste qui s'intéresse au ping n'a plus accès au match de proie, qui est quand même la vitrine du tennis de table en France. Donc c'est quand même dommage. Les pongistes sont pris dans un étau. D'un côté, il y a la LFTT qui veut faire valoir ses droits. De l'autre côté, il y a les clubs. Et d'un autre côté, il y a la Fédé. La situation n'avance pas. Visiblement, ça a l'air de satisfaire tout le monde, vu que personne en parle vraiment. Moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est regrettable pour les pongistes, surtout pour eux. Là où il y a un double effet qui se coule, je vais l'appeler comme ça, c'est que les clubs n'ont même pas le droit d'exploiter les vidéos qui seraient même à filmer. Parce qu'en fait, les droits de la proie et du championnat de France en général appartiennent à la fédération. Donc à partir de là, les clubs n'ont même pas le droit d'exploiter leurs images parce qu'elles appartiennent à la fédération. Donc on pourrait penser que les clubs pourraient monétiser leurs images, monétiser les vidéos pour pourquoi pas les revendre ou autre. Ils n'ont même pas le droit de le faire. Donc en fait, ils se retrouvent bloqués. C'est-à-dire qu'ils organisent les rencontres, mais ils ne peuvent pas agir sur la production qu'ils pourraient réaliser. Voilà, c'est une situation loufoque. Je veux dire, je sais même pas comment l'appeler, mais en même temps, ça donne pas une bonne image du ping. J'espère vraiment que les lives vont pouvoir reprendre. Voilà, donc en espérant que tous les interlocuteurs vont pouvoir se parler gentiment, calmement, et trouver une solution, parce que finalement les premiers impactés, c'est quand même tous les passionnés qui avaient pris l'habitude de suivre les lives depuis 18 mois minimum. Voilà, donc voilà pour le conflit entre la FFTT et la LFTT. C'était mon flop numéro 9. Alors, mon flop numéro 8, j'en avais parlé sur le média, c'était un communiqué de presse nauséabond de la Ligue Rhône-Alpes, qui s'en était pris à un jeune joueur talentueux qui s'appelle Bilal Hamache, qui n'avait pas souhaité participer au championnat de France des régions. Donc par rapport à son emploi du temps qui était surchargé, équipe de France, son entrée au Pôle France de Nantes, les compétitions, les entraînements,
La semaine des championnats de France des régions, c'était une semaine où ses parents voulaient le faire souffler. Et la Ligue Rhône-Alpes a décrété, sans lui demander son avis, qu'il allait participer au championnat de France des régions. Alors ça c'est quand même assez hallucinant, inscrire un joueur sans lui demander s'il allait pouvoir participer. Mais là où j'ai souhaité mettre cet événement dans mes flops, c'est simplement sur le contenu du communiqué de presse qui s'en est pris violemment au joueur et à son entourage, expliquant que le joueur il ne respectait pas ses engagements et qu'il y avait des problèmes de valeur du sport, notamment parce que dans le passé, d'autres joueurs avaient souhaité participer au championnat de France des régions. Ce que la Ligue doit savoir, mais fait exprès de ne pas le dire évidemment, c'est que le championnat de France des régions, enfin du moins le niveau des championnats de France des régions d'aujourd'hui n'est plus le niveau de ce qui était avant. Concrètement, le niveau il a baissé. Avant c'était une institution, les championnats de France de région. Aujourd'hui c'est devenu une compète commune, je vais l'appeler comme ça. C'est malheureux, mais c'est le cas. Les meilleurs joueurs de chaque région ne participent plus au championnat de France des régions. D'ailleurs, Bilal sur la Ligue Rhône-Alpes n'était pas le seul à ne pas participer. Donc il y avait également deux autres joueuses. Je reprends ma fiche. Voilà, il y avait Sophia Ray et Charlotte Chiori qui n'y avaient pas participé. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, ce communiqué de presse, ouais, je vais le dire comme ça, il était juste puant. Donc mon flop numéro 8, le communiqué de presse de la Ligue Rhône-Alpes qui était tout simplement pas adapté à la situation. Mon flop numéro 7, les dessous du partenariat entre Tibar et la fédération. La fédération a lancé un appel à candidature donc en mi-2016 pour désigner son futur partenaire officiel qui était jusque-là Tibar. Donc deux candidatures ont été retenues, celle de Tibar et celle de Butterfly. Alors pourquoi dans le flop? Simplement sur les coulisses de l'attribution du contrat qui sont juste assez hallucinantes. J'en ai longuement parlé sur le média. Il y a eu des incohérences, il y a eu aussi des irrégularités, il y a eu un manque de transparence assez évident. Je vous invite à aller voir toute la documentation qui a été publiée sur le site. C'est assez édifiant. Concrètement, Butterfly avait le meilleur dossier, mais vraiment le meilleur dossier. Je dis pas ça parce que c'était Butterfly, ça aurait pu être Tartampion, voilà. Mais si on se base sur les faits, Butterfly avait le meilleur dossier et pourtant c'est Tibar qui l'a remporté. Clairement, dans cette histoire, Tibar et Butterfly n'ont pas eu les mêmes armes pour se défendre. Et voilà, et c'est toujours ce sentiment de manque de transparence qui prédomine. Voilà, je trouve ça juste dommage qu'il n'ait pas eu de plus de transparence et pas eu plus d'explications. Voilà, un discours langue de bois de la part des responsables de la Fédé. D'un autre côté, Tibar qui m'a jamais répondu. De l'autre côté, Waxport qui m'a également jamais répondu. Voilà, quand on connaît les connivences entre Tibar, Wack, la Fédé, voilà, on peut tout imaginer. Voilà, on peut vraiment tout imaginer. C'est aussi ça, le monde du ping, manque de transparence, on fait travailler les copains. Voilà, bon, en même temps, Tibar, c'est une grande marque, c'est pas comme si c'était une marque venue d'ailleurs. Elle est reconnue pour sa qualité, mais je me dis que quand même Butterfly aurait été certainement un meilleur choix, de par la qualité des produits, de par l'offre qui a été proposée, que ce soit au niveau de l'offre financière, au niveau de l'offre de service, qui était largement supérieure à celle de Tibar. Une petite chose, je voulais quand même mentionner une chose qui est importante pour moi, c'est que Butterfly proposait, mine de rien, d'équiper également l'équipe de France handisport, ce que la fédération n'a pas retenu. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, sachant que la Fédé a souhaité rapprocher dernièrement la Fédé handisport avec la Fédé valide. Bon, le dossier n'est pas passé, mais bon, encore une fois, c'est un discours un peu double face. Un coup je veux, un coup je veux pas. Voilà, c'est la politique. À croire que aller finalement de partout, c'est de politique. Voilà. Bon, en tout cas, c'était mon flop numéro 7, les dessous du partenariat entre Tibar et la fédération.
Flop numéro 6, la fausse polémique des boosters. Ah, les boosters. J'en ai longuement parlé sur le média, ça a fait beaucoup parler sur Facebook, ça a fait beaucoup parler en Rhône-Alpes. C'est tout simplement une fausse polémique. Il y a une hypocrisie mondiale par rapport à ça. Les boosters sont interdits. Voilà. Alors, ce que j'ai pu entendre, c'est que oui, ActuPing favorise la triche, etc. Évidemment qu'il faut respecter le règlement, évidemment. Je suis le premier à le respecter. Mais par contre, faut arrêter les aberrations. Comment on peut interdire un produit alors que ce même produit est utilisé par 90% des pongistes? C'est juste incroyable. Au bout d'un moment, il faut que les lois et le règlement en fait, se modernisent, et voilà, et il faut encore une fois plus de transparence. J'en parlais tout à l'heure, mais encore une fois, il faut plus de transparence. Ça, finalement, c'est une situation qui arrange aussi bien l'ITTF, ça arrange aussi bien les fabricants qui font aussi leur beurre avec des revêtements aujourd'hui déjà pré-boostés en usine. Voilà, au bout d'un moment, soit l'ITTF, ils interdisent explicitement les boosters, et ils se donnent les moyens de détecter les boosters. Dans ce cas, oui, là ça fonctionnera. Ça a fonctionné pour la colle VOC, alors faisons de même avec les boosters, ou autrement ils autorisent les boosters et on n'en parlera plus. Voilà. Après, j'ai eu l'impression que cette polémique, elle était très située sur Rhône-Alpes. Il y a un petit groupe de personnes qui est parti en guerre contre les boosters et contre les tricheurs du tennis de table. Voilà, les pongistes ne sont pas des tricheurs. Oui, il peut y avoir certaines personnes qui trichent vraiment et qui mettent leurs vêtements dans le micro-ondes ou autre. Mais c'est une partie très très infime par rapport à tous les licenciés. Voilà, la majorité des pongistes respectent bien heureusement le règlement. Et c'est pas parce qu'ils vont booster une fois que ce sont des tricheurs. Voilà, ce ne sont pas des tricheurs, c'est simplement que le règlement est aujourd'hui mal adapté. Voilà, c'était mon sentiment sur la situation. Mais c'était quand même mon flop numéro 7, parce que les boosters, c'est tout simplement une fausse polémique. Flop numéro 5, le comité du Rhône. Pourquoi donc le comité? Alors la première, c'était les colisses du haut niveau que le comité organisait pour tous les pongistes du département. Je l'ai renommé un peu durement, mais bon, c'est un peu ce qui s'est passé. C'était à la base les coulisses du haut niveau, mais ça s'est transformé en coulisses du bas niveau. C'est comme ça arrive. Alors pourquoi bas niveau? Simplement parce qu'on a proposé à Butterfly de venir faire un reportage et de partager la soirée. Butterfly a gentiment accepté, je les remercie encore. Mais par contre, on a fait plusieurs demandes au comité qui nous a jamais répondu. Donc c'est quand même pas sorcier de répondre à un email, c'est pas sorcieux de prendre le téléphone et de me contacter. Voilà, je trouve que c'est juste un manque de correction. Et c'est d'autant plus un manque de correction que c'est une personne de Butterfly qui m'a contacté pour me dire que finalement, la soirée n'avait pas besoin d'exposition médiatique supplémentaire. Un comble quand même dans le monde du ping où on a besoin d'avoir un peu plus de médiatisation, là c'était tout l'inverse. Bon, jusque là moi ça me dérange pas de pas y aller, enfin sincèrement je suis resté tranquille chez moi et c'était aussi bien. Par contre, voilà, c'est juste la manière d'amener la chose qui était... il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Par contre, moi ce que je vois, c'est surtout le résultat. Les coulisses du haut niveau, ça a été un bide monumental dans le Rhône, malheureusement. Ça a été la session des coulisses du haut niveau qui a le moins bien marché parmi toutes celles proposées jusqu'à aujourd'hui. Voilà, quand je vois qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont même pas été invités pour participer à l'animation, je trouve ça surtout dommage parce que c'est une animation à destination des jeunes. Et voilà, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui ne sont pas de mon club, mais qui n'ont pas été invités. Je trouve ça dommage. Flop numéro 4, la chute du nombre de clubs et la place du tennis de table par rapport aux autres disciplines. Voilà une statistique qui fait froid dans le dos. C'est une statistique qui n'est pas forcément partagée, vous comprendrez bien pourquoi. On entend souvent, ou on lit souvent la fédération s'émerveiller des 200 000 licenciés, que tout va bien dans le tennis de table, que les progrès ont été faits. Je peux vous dire que c'est tout l'inverse.
Voilà, c'est pas une attaque contre la fédération, loin de là, mais au bout d'un moment, il faut regarder les chiffres, et les chiffres font peur. Il y a 4 ans, au début de l'Olympiade de Christian Palierne, on avait concrètement, je vais vous donner le chiffre, je le retrouve parce que je veux vraiment être précis sur ces chiffres. Voilà, c'était sur mon autre page. On avait 3604 clubs référencés. 4 ans plus tard, on en a perdu 162. 162 clubs en 4 ans. Vous imaginez bien que ça fait mal. Oui, il y a des clubs qui ont fermé. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, certainement par manque de licenciés. Certains clubs ont certainement fusionné, ce qui explique cette baisse. Mais concrètement, là, à l'heure où je vous parle, il y a 3442 clubs référencés en France. 3442, il y a 4 ans, il y en avait 3600. Voilà. Dans ces 3442, il y a 37 créations. Les 37 créations, ça peut être simplement des fusions ou vraiment des nouveaux clubs qui sont créés. Bon, comme je vous l'expliquais juste avant, ça n'explique pas cette baisse. Voilà, cette baisse, elle est explicable simplement que le tennis de table se meurt. Faut dire les mots tels qu'ils sont. Voilà, et je trouve ça juste regrettable. Je voulais aussi revenir par rapport à la place du ping par rapport aux autres disciplines. Et là, je vais reprendre une étude du site Les Héros du Sport qui a réalisé en fait un classement des 20 disciplines les plus pratiquées en France. Et devinez quelle place obtient le ping. Eh bien, le ping obtient la 19e place sur 20. 19e place sur 20. Alors, c'est sûr que par rapport au foot, au basket, au hand, on ne peut pas faire grand-chose. Mais aujourd'hui, on est dépassé par le badminton, le tir et la pétanque. Encore une fois, j'ai rien contre les autres disciplines, mais bon, quand même, ça fait pitié, hein, tout simplement, ça fait vraiment pitié. Le badminton est passé devant le ping avec 186 000 licenciés et le tennis de table à 180 573 licenciés. Voilà, donc je parle bien de pratiquants et je ne parle pas de licences événementielles. Le bad, pour vous donner un ordre d'idée, le badminton a progressé de 90 000 licenciés en 6 ans. Le ping, depuis 10 ans, fait du surplace. Voilà, ça vous donne un peu le contraste et le travail effectué dans d'autres fédérations, alors que voilà, au niveau du ping français, on stagne vraiment. Voilà, il faut que ça change véritablement. J'aurai l'occasion de vous reparler des vrais chiffres du ping. Et voilà, et c'est pas parce qu'on a 200 000 licenciés que ça y est, voilà, le ping va aller mieux. C'est pas parce que Emmanuel Le Besson a été champion d'Europe que le ping va aller mieux. Voilà, faut faire attention à toute cette communication et toute cette désinformation. Voilà, c'est très important. Après, je voulais juste dire 2 mots sur les licences événementielles. Évidemment, c'est une bonne chose de faire les ping-pong tours et de pouvoir attirer un nouveau public. Mais encore faudrait-il que ce nouveau public, on puisse aller le chercher en dehors des animations du ping-pong tour. Aujourd'hui, concrètement, on recrute des nouvelles licences, on cumule des nouvelles licences événementielles, mais tout ça, ça sert concrètement à faire gonfler le chiffre des licences. Mais en aucun cas, il y a une politique de développement et de travail sur un nouveau public qui est en place. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Donc si aujourd'hui, concrètement, on recrute entre 20 et 25 000 nouveaux adhérents par an, voilà, mais ces 20 ou 25 000 nouveaux adhérents, en fait, ce ne sont que des adhérents sur le papier, et on n'exploite pas le potentiel que pourraient nous apporter ces adhérents dans les clubs. Voilà, je voulais juste vous ajouter cette donnée statistique. Flop numéro 3, Stéphane Wesh, privé de Jeux Olympiques. On en a longuement parlé. Ça a créé une indignation nationale parce que devant la décision incompréhensible de la fédération de ne pas sélectionner le double champion de France. Voilà, donc le DTN a privilégié une autre équipe, donc avec Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson, Tristan Fleur et Benjamin Brossier. Alors, les 4 joueurs méritaient amplement leur place aux Jeux Olympiques, mais quand même, par rapport aux performances du Villeneuvois,
Enfin, tout le monde aurait pensé qu'il aurait eu au minimum la 4e place qui lui aurait permis de connaître l'effervescence des Jeux Olympiques et de se faire une expérience avec pourquoi pas une expérience pour l'avenir. Et ben non, le DTN Pascal Berest a décidé de ne pas le sélectionner. Voilà, ça a créé une polémique, une pétition a été lancée, il y a eu plus de 3000 soutiens qui ont été exprimés à travers cette pétition. Voilà, ça a créé un brouhaha, ça a surtout donné une mauvaise image de la fédération. Voilà, c'est juste regrettable. Voilà, après, tout le monde a son avis sur la question. Là, le but, c'est pas de rentrer dans le débat, mais c'était juste pour dire quelle image peut donner une fédération si elle ne donne pas de crédit au titre qu'on puisse remporter. Voilà, le titre de champion de France, voilà, c'est le titre de champion de France. Donc quand on est double champion de France, simple, double, on l'a été 2 ans avant et l'année d'avant on a perdu en finale. Sincèrement, je sais pas ce qu'il faut de plus pour être qualifié pour les Jeux Olympiques. Ouais. C'est un drôle de message que le DTN a envoyé à tous les licenciés. Flop numéro 2, les Jeux Olympiques ratés des messieurs. Vous l'avez vu, concrètement, oui, il faut appeler un chat. Les Jeux Olympiques de Simon Gauzy, de Tristan Flor, quoique, Emmanuel Le Besson et Benjamin Brossier ont été, ont été un cauchemar, tout simplement. Les joueurs, ils sont passés à côté de leur compétition. C'est dommage pour eux, évidemment. On imagine bien dans quel état ils devaient être après. Voilà, mine de rien, c'est une occasion pour propulser le tennis de table, et notamment le tennis de table français, au plus haut. C'est une occasion manquée. Voilà, est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est l'environnement de Rio? Est-ce que c'est le manque d'expérience qui a fait, qui leur a fait manquer les Jeux Olympiques? Je sais pas, aujourd'hui, sincèrement, je sais pas. J'espère vraiment que dans l'avenir, on va essayer de dépasser ce cap mental. Il y a 4 ans, Adrien Matenay avait eu un peu le même souci. Il s'était fait allumer par la suite. Voilà. On s'aperçoit que finalement, ça change pas grand-chose parce que avec d'autres personnes, il y a les mêmes résultats. Est-ce que c'est vraiment dû aux joueurs? Est-ce que c'est dû à l'encadrement autour? Je sais pas. Voilà. En tout cas, la question est posée. Flop numéro 1, les balles plastiques. Ah, les balles plastiques. C'est le sujet bouillant, c'est le sujet qui est le plus présent dans les clubs depuis le début de saison. Et il y a de quoi. Mauvaise qualité, prix exorbitant, sensation médiocre, l'impression d'avoir été pris pour des jambons. Et oui, c'est le triste constat parce qu'on a vraiment, nous, pongistes et clubs bénévoles, on a tous l'impression d'avoir été pris pour des jambons. Il y a une pétition qui a été lancée il y a un peu plus de 10 jours et elle a déjà dépassé les 2000 soutiens, donc c'est dire l'ampleur du problème. La vraie problématique, au-delà de l'aspect qualitatif du produit, il est surtout financier. Quand on connaît l'état des finances des clubs et quand on leur ajoute cette surcharge, voilà, c'est juste pas possible. Il y a des clubs qui ont déjà... imaginez bien qu'il y a des clubs qui ont déjà dépassé le budget de balles de la saison dernière à la mi-saison. Comment ils vont faire? Ça veut dire quoi, que les clubs ils vont devoir augmenter leur licence pour pouvoir absorber cette augmentation? Non mais sérieusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment que l'ITTF se penche sur ce problème, vraiment, et qu'elle le règle. Et ce n'est pas possible de vendre de la camelote. Ce n'est pas possible. Alors est-ce que l'ITTF est allé trop vite? Est-ce qu'elle avait des pressions au-dessus d'elle pour imposer, on va dire que ces balles entre guillemets écologiques? Mais au bout d'un moment, faut aussi écouter la base et il faut aussi écouter les personnes qui jouent. Voilà, il n'y a pas que les professionnels. Les clubs, ils n'ont pas des moyens limités. Et aujourd'hui, concrètement, ils sont dans la cata. Donc
Voilà, donc c'était vraiment mon flop, les balles plastiques. Dans mon cas, je vous donne ma petite expérience pour mon club. On a eu la chance de pouvoir en tester beaucoup. On s'est arrêté sur le modèle d'Exushaofa, c'est absolument pas de la pub. Mais bon, concrètement, ces balles ne sont pas trop chères, elles cassent très très peu et les sensations sont plutôt correctes. Il y en aura forcément des meilleures dans l'avenir, mais en tout cas, c'est plutôt un bon compromis pour le moment. Donc voilà, donc si je pouvais vous donner cette astuce. Voilà, en tout cas, j'espère que l'ITTF va faire bouger les choses, j'espère que la Fédé pourra faire pression sur les fabricants en sélectionnant pourquoi pas des meilleurs fournisseurs, ou pourquoi pas simplement en faisant pression, en leur disant que stop, c'est pas possible. Voilà, ce que veulent les pongistes, c'est jouer au ping, ce que veulent les clubs, c'est continuer à exister. Donc voilà, les instances, faites quelque chose. Voilà pour ces flops 2016. Alors effectivement, c'est pas très joyeux comme vidéo, mais bon, ça fait aussi partie de la vie du ping. C'est une rétrospective des événements qui sont passés sur 2016. Il n'y a absolument rien d'inventé. Ce sont des faits qui se sont produits. Voilà, évidemment, ça fait pas très plaisir, mais bon, je pensais nécessaire d'en parler. Voilà, il y a la deuxième vidéo qui arrive avec les tops. Évidemment, ça va être beaucoup plus festif, parce que là, il y en a quand même beaucoup plus. Il y en a 11 actuellement, mais bon, dans les tops, vous verrez qu'il y en a quasiment le double. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo jusqu'au bout, si vous me regardez encore. Je vous dis à très bientôt, et je vous dis simplement un vive le ping.